Nous allons maintenant entendre le ministre Laurent Saint-Martin qui va nous faire le point de la situation internationale. Je remercie Félicie, Étienne, Philippe, le président Montero, de leur participation. Je vous remercie de les applaudir pour leurs brillantes interventions. Et j'accueille avec joie mon ami Laurent Saint-Martin, ancien ministre du Budget, qui est aujourd'hui à la tête de notre commerce extérieur, de nos échanges. Et donc, s'il y a une voix qui est aujourd'hui légitime pour parler de la situation internationale avec les forces économiques en présence, c'est bien celle de Laurent. Tu as le micro, c'est à toi. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, très cher Jean-Pierre. Messieurs les ministres, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus et chers amis du Forum du Futuroscope, tout d'abord, merci beaucoup, très cher Jean-Pierre, pour votre invitation, qui fait effectivement écho de façon quand même extrêmement pertinente au thème de l'an dernier. Vous l'avez dit dans votre introduction, peut-on continuer à compter sur, à faire confiance, à s'appuyer sur les États-Unis? C'était le thème qui nous réunissait il y a un an, et depuis, je crois que les enseignements sont extrêmement puissants, et le fait que vous le mettiez en perspective avec la question de la démocratie, et là aussi, et c'est d'ailleurs pas étonnant pour la FPI, un signal extrêmement important à travailler sur la question de la prospective sur nos modèles et nos régimes. Et je vous propose dans ce court propos de revenir un petit peu sur les 8 mois qui ont jalonné l'année 2025 du point de vue du commerce international. Comment est-ce que, du point de vue du ministère français du commerce extérieur, nous avons pu observer un monde qui a très brutalement et très rapidement changé, et comment cela peut avoir des impacts et aura sans aucun doute des impacts sur la question politique et donc sur la question aussi des démocraties. La première chose qu'il faut assumer, et on peut se le raconter de la manière que l'on veut, c'est que le monde a basculé parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des soubresauts importants sur des modifications de commerce extérieur, que le commerce international lui-même n'était pas déjà mis au défi par d'autres puissances, la Chine notamment. Mais enfin, il faut être très clair sur les nouvelles règles. Les nouvelles règles, elles ont été imposées par la première puissance mondiale, que sont les États-Unis, et par l'arrivée pour son second mandat du président Donald Trump. Non sans ironie, Donald Trump a été élu démocratiquement. Et dans son programme, à l'automne 2023-24, dès 2023, il théorisait et annonçait sa politique tarifaire. Il s'est convaincu, déjà lors de son premier mandat, que le tarif, comme on dit en anglo-saxon, le droit de douane, n'est pas seulement un outil commercial, n'est pas seulement un pourcentage qui vient à la frontière, telle une taxe, augmenter le prix et mettre un petit peu de produit net au sein des finances publiques du pays. Il s'est rappelé rapidement que le droit de douane était une arme politique et une arme géopolitique. Et ce qui a changé considérablement à travers cette mise en praxis extrêmement forte dès le début de l'année 2025, c'est que nous sommes passés, et pour longtemps, si vous voulez mon avis personnel, d'une logique de compétition économique, où nous aplanissions un terrain de jeu à travers le multilatéralisme et à travers l'OMC, une compétition économique qui devient une logique de confrontation, de logique de puissance. Et donc, la loi du plus fort redevient la règle. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre comme postulat parce que, et j'y reviendrai, continuer à croire que nous pouvons jouer avec des règles, avec un playbook, comme on dit aux États-Unis, d'avant, c'est être à peu près certain que l'on perd la partie. Ça ne veut pas dire que l'on veut et que l'on doit accepter ce nouvel ordre, que l'on doit l'accompagner. Ça veut dire qu'il nous faut nous-mêmes savoir quel modèle on veut préserver, quel modèle on veut défendre, avec quelle nouvelle alliance on veut aller le construire, et comment est-ce que l'Europe, puisqu'il s'agit bien d'Europe en matière commerciale, peut et doit s'affirmer comme puissance, et j'y reviendrai, car à mes yeux, elle ne l'a pas fait ces dernières semaines et ces derniers mois.
C'est un outil de puissance, le droit de douane, un instrument de puissance beaucoup plus qu'un moteur de croissance tel que ça l'était. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher une quelconque cohérence entre les droits de douane appliqués à tel ou tel pays par les États-Unis par rapport à tel ou tel produit ou tel secteur d'activité. J'entends dire parfois que Donald Trump dit n'importe quoi, qu'il change d'avis tout le temps, qu'il n'a pas de cohérence. Je ne pense pas du tout cela. Je crois que tout ça est très construit à partir du moment où l'on considère que le droit de douane est un argument, une dissuasion ou une sanction, en fonction de la relation bilatérale que les États-Unis construisent avec le pays. Là-dessus, j'ouvre une parenthèse sur la question européenne. Le fait que la Commission européenne ait la compétence exclusive en matière de politique commerciale aux yeux des États-Unis a été un frein à la qualité de la négociation. Non pas que je réfute la nécessité de déléguer à la Commission européenne la politique commerciale en soi, je pense que c'est une force. En revanche, Donald Trump, au moins pendant les 6 premiers mois et jusqu'à l'été, n'a à dessein pas eu d'échange direct avec la présidente de la Commission européenne, préférant et essayant de diviser l'Union européenne par des relations bilatérales avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Pologne, etc. Ceci, je le dis en fermant cette parenthèse, n'a pas fonctionné dans le sens où l'Europe, et c'est probablement une bonne nouvelle dans cette séquence de 2025, n'a pas cédé aux sirènes de la division. Est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir avec un accord équilibré et symétrique? Non. Mais est-ce qu'elle a cédé aux sirènes de la division, qui était un projet politique assumé? Non plus. Et en ce sens, il faut aussi savoir s'en féliciter, car c'était la condition sine qua non pour pouvoir demain penser à construire une Europe puissance digne de ce nom. Si nous avions terminé ce premier semestre 2025 d'abord par la division démontrée, alors nous n'aurions même pas la possibilité aujourd'hui de se remettre autour de la table du Conseil pour avoir une nouvelle stratégie, à la fois pour notre propre compétitivité, mais aussi pour créer des rapports de force avec les autres puissances du monde. Et donc, quand je dis que les États-Unis, son président, utilisent les droits de douane d'abord comme outil de puissance plutôt que comme moteur de croissance, ils le font avec des objets de négociation tiers qui n'ont strictement rien à voir avec le commerce et avec la vie de nos entreprises. Avec le Mexique, c'est pour négocier la lutte contre la drogue et le fentanyl. Avec l'Europe, la question du hard power militaire, de la guerre en Ukraine, est très vite arrivée sur la table. Et d'ailleurs, a été extrêmement présent et prégnant dans la nécessité de la Commission européenne à aller chercher cet accord. Avec l'Inde, avec la Chine, avec d'autres zones du monde, c'est évidemment tout à fait différent. Et là, la question de quels sont les arguments premiers pour mettre des droits de douane ou pour les retirer sont extrêmement différents de ceux de l'Europe ou de ceux des voisins géographiques des États-Unis. Donc il ne faut pas y chercher une logique entre les droits de douane. Par contre, je suis convaincu qu'il faut y chercher une cohérence d'ensemble qui est tout à fait assumée, et c'est celle de la coercition. Et donc, il faut savoir résister à la coercition si vous voulez être un joueur de haut niveau dans cette nouvelle compétition qui n'est plus une compétition sur laquelle la règle numéro 1 dans le monde est d'aplanir le terrain, qu'on appelle en anglo-saxon le level playing field, c'est de résister et de contrer une logique de puissance. Pour autant, est-ce que le commerce ouvert international régi par les règles de l'Organisation mondiale du commerce est mort? Dans les faits, pas du tout. Les États-Unis, c'est à peu près 10% des échanges commerciaux mondiaux. La Chine, environ 13%. Ça vous laisse 77% du commerce international qui ne répond pas d'abord à ces règles-là. Vous avez aujourd'hui bien davantage de pays avec qui vous pouvez commercer dans une logique de commerce ouvert et de réduction des droits de douane que l'inverse. La question est de savoir, dans les prochains mois et dans les prochaines années, est-ce que cette logique va s'inverser? Ou est-ce qu'il y aura toujours une alliance et une coalition plus forte pour aller chercher un modèle d'échanges commerciaux qui privilégie le libre-échange plutôt que le protectionnisme? Et donc nous sommes dans une forme de croisée des chemins sur la question économique.
Et là, la question du rôle que doit jouer l'Europe devient centrale. Ce n'est pas la seule question de l'accord avec les États-Unis qui compte. C'est la question du rôle que joue l'Union européenne aux yeux du monde entier, étant le moteur d'une préservation, d'une défense, d'une forme de libre-échange. Je n'aime pas beaucoup le terme de libre-échange, que je trouve un peu suranné. Il n'y a jamais eu vraiment de libre-échange. Mais en tout cas, un commerce basé d'abord sur le droit international et le respect de ses règles. Et j'y reviendrai sur l'accord États-Unis-Union européenne, parce que la question de respect du droit, elle se pose sur cet accord même de notre propre fait. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Je considère que le commerce international basé sur le respect du droit international n'est pas mort d'abord dans les chiffres, je l'ai dit, mais aussi parce que ce n'est absolument pas notre intérêt de le proclamer ou d'aller chercher et d'accompagner ce changement de modèle. L'Europe, et la France en premier chef, a beaucoup plus à gagner dans le maintien de négociations avec le reste du monde pour aller développer de nouveaux accords commerciaux. Je pense notamment au Mercosur, je pense notamment à l'Inde, je pense à l'Indonésie, je pense aux Philippines, je pense à l'Australie. Beaucoup de régions du monde demandent à commercer plus librement, plus facilement avec l'Union européenne. Et si l'Union européenne sait en même temps créer un agenda pour rendre plus compétitif notre économie, alors nous avons beaucoup à gagner. Et je dis, non pas sous forme de slogan, mais avec beaucoup de sincérité, que nous pouvons, très sincèrement, d'ici 2 ans, avoir des conditions mondiales tarifaires dans le monde plus intéressantes qu'avant l'arrivée de Donald Trump. Parce que 77% des échanges commerciaux le demandent. Mais ça dépendra du rôle que jouera l'Europe, parce que beaucoup de pays nous attendent là-dessus. Et je vous le dis comme ministre du Commerce extérieur qui se déplace beaucoup, qui rencontre beaucoup de gouvernements, justement, de tous les autres pays, et ils attendent un leadership européen, beaucoup français aussi, mais aussi allemand, sur la question de la défense de ces principes. Et quand je dis qu'on est à un point de rupture, ou au moins de bascule, c'est que ce qui se passe en ce moment même sur la concrétisation de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis est une illustration très concrète qui sera observée par le monde entier. Ce n'est pas tant le niveau du deal en lui-même. Si on est très pragmatique et purement business, très honnêtement, finir avec 15% avec des exemptions sur l'aéronautique et un certain nombre de biens, quand on regarde le reste du monde avec les États-Unis, l'Europe s'en sort bien. Mais ce serait totalement illusoire de considérer qu'on s'en sort bien politiquement dans la séquence. Pour 2 raisons. Et je passerai outre la forme. Si je considérais qu'aller symboliquement au Royaume-Uni dans un golfe privé appartenant au président américain n'était pas le signal le plus clair sur la nécessité d'être le moteur du respect du droit international dans le commerce. Mais au-delà de la symbolique du moment, cet accord asymétrique, qui quand bien même est un moindre mal pour nos entreprises, crée aujourd'hui un précédent sur le respect des règles de l'OMC par nous-mêmes. Depuis hier, la Commission européenne a fait des propositions législatives mettant en application les exemptions que nous avons données lors de l'accord avec les États-Unis. C'est-à-dire que l'Union européenne va baisser, va exempter de nouveaux produits à l'importation depuis les États-Unis. Le problème de cela, et c'est peu raconté dans les journaux, même économiques, c'est que l'adéquation avec le droit international est très douteuse. Il y a ce qui s'appelle le principe de la nation la plus favorisée, essentiel en commerce international. Demain, il n'est absolument pas exclu qu'un pays tiers exige, et il en aurait le droit, auprès de l'OMC, de bénéficier des mêmes exemptions que l'Union européenne accorde aujourd'hui aux États-Unis. Ce que je dis par là, c'est qu'il nous faut être extrêmement vigilants dans les mois qui viennent à ce que nous ne soyons pas nous-mêmes les fossoyeurs du droit international en termes de commerce mondial. Faute de quoi, non seulement nous n'aurons plus le playbook d'avant, mais nous n'aurons plus la crédibilité de défendre un modèle. Ce n'est pas par idéologie, mais aussi d'abord parce qu'il est dans notre premier intérêt.
Pour pouvoir aller chercher de nouveaux accords commerciaux avec le monde, il nous faut avoir la crédibilité de savoir résister à un changement de règles qui ne nous convient pas et qui ne convient pas aux autres pays. Et Donald Trump assume parfaitement, et il en a parfaitement le droit, et encore une fois, c'était dans son programme, qu'aujourd'hui, toutes les fins sont bonnes à partir du moment où il est gagnant. Et tous les moyens sont possibles à partir du moment où la contrepartie laisse faire. C'est aussi simple que cela. Et donc, entrer en résistance, si vous me passez l'expression, ce n'est pas faire des États-Unis un adversaire, ce n'est pas considérer que ce n'est pas un marché essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, la Chine et les États-Unis restent des marchés prioritaires pour des entreprises internationales. Et cela, nous pouvons tout à fait le conserver. Mais ce qui se joue, c'est une question de modèle, et le reste du monde nous observe. Et donc nous avons, je crois, une responsabilité historique en la matière là-dessus. Et le parallèle avec la question démocratique se pose à ce moment-là. Parce que si nous ne montrons pas une volonté commune à 27 de continuer à croire que le commerce qui est dans notre intérêt peut continuer à prospérer, comment est-ce que les chiffres exposés par Éric Scholl tout à l'heure de progression du fait démocratique en Europe peuvent continuer à accroître? Comment pouvons-nous, si demain la démocratie est attaquée, être crédibles pour d'autres régions du monde pour créer une coalition des démocraties? Comment pouvons-nous demain montrer que la construction européenne est d'abord une puissance et ensuite une influence? Aujourd'hui, elle est mise au défi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et la question commerciale aura été un moment clé pour démontrer que nous pouvons le faire. Il y a là aussi, pour être très concret, une illustration qui est sous nos yeux aujourd'hui. Le président américain a demandé, si ce n'est exigé, à ce que l'Europe revienne sur un certain nombre de réglementations concernant les plateformes digitales. C'est loin d'être anecdotique. Les plateformes digitales, en Europe, font l'objet d'une réglementation et d'une régulation qu'aucune autre région du monde n'a mis en place. Je ne rentre pas dans le débat de fond, faut-il ou pas, par rapport à une forme de liberté qui existe sur Internet, régulée ou pas. Le fait est que c'est notre construction. Et personnellement, je pense qu'il est nécessaire de la garder. Mais au-delà de ce débat-là, encore une fois idéologique, il y a la question du rapport de force. Tout à l'heure, Éric Scholl a présenté un moment assez important qui était Elon Musk intervenant dans la campagne allemande appelant à voter pour l'AfD, l'extrême droite. Il n'était pas encore dans l'administration Trump, ça jouait avec les délais, c'était border, comme on dit en bon français. Imaginez cela de façon totalement institutionnalisée. Imaginez cela avec des plateformes qui assument très ouvertement faire de l'ingérence dans les campagnes électorales. Imaginez que ce que nous voyons se faire grignoter petit à petit par des plateformes devienne la norme. Si nous ne sommes pas en capacité d'assumer une souveraineté par la norme, par la règle, qui est la force européenne, parfois reprochée, mais au moins faisons-en une force dans ces moments-là, alors il ne sera plus question d'essayer de démontrer le quelconque rapport de force sur le reste de la question des régimes, et donc des démocraties. Et donc ce qui se joue là, politiquement, est un moment de l'histoire du siècle absolument crucial. Crucial. Et oui, je considère que c'est parti de la question commerciale, parce que d'abord, Donald Trump est un négociateur, c'est un homme d'affaires, c'est ce qu'il maîtrise le mieux, et il en fait probablement le launcher, le point de départ d'une offensive beaucoup plus importante qui est celle des régimes. Et donc, il nous faut être extrêmement concentrés entre États membres pour se dire que si, d'un point de vue pragmatique, l'accord en Écosse signé entre l'Union européenne et les États-Unis était probablement le moins mauvais des accords en chiffres, la suite qui nous attend, ce n'est pas business as usual plus des droits de douane, c'est la remise en question d'un modèle. Et là-dessus, je vous invite à réécouter avec beaucoup d'attention le discours de J.D. Vance à Munich, dès le mois de février. Car c'était une annonce d'une volonté politique qui, à mon avis, va durer. Et donc, il nous faut nous poser les bonnes questions de qui nous voulons dans une coalition
pour défendre nos démocraties. Si nous sommes le seul coin du monde à faire progresser le fait démocratique, cela doit devenir un modèle et un axe de résistance. Et utilisons l'arme économique, qui est la seule que les États-Unis comprennent, pour pouvoir justement faire valoir ce rapport de force. Mais ça n'existera que si l'Europe s'affirme comme puissance, ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Je conclurai, cher Jean-Pierre, si j'ai encore une minute, pour dire qu'il nous faut assumer qui nous sommes. Donald Trump, donnons-lui raison, considère qu'il s'est fait avoir pendant des décennies parce qu'il est déficitaire sur tous les échanges de biens avec l'Union européenne. Je réfute cet argument, mais passons. À ce moment-là, faisons pareil avec les services. Les services sont extrêmement excédentaires au profit des États-Unis. Considérons que de la même façon, nous devons rééquilibrer, si c'est un rapport de puissance à puissance, la relation avec les États-Unis. Il nous faut le faire. La France a une voix un peu isolée en la matière, il faut le reconnaître en Europe. C'est la ligne que nous avons tenue avec le président de la République depuis maintenant 8 mois. Elle est minoritaire en Europe. Pour autant, faut-il désespérer et ne pas continuer à la porter? Je ne le crois pas. En revanche, il nous faut avoir un pays lui-même exemplaire démocratiquement et en capacité à être libre durablement. Je ne ferai pas le parallèle avec mon métier d'avant et les comptes publics, mais enfin, le rapport est quand même vite trouvé sur le fait que nous devons aussi nous-mêmes nous regarder avec nos propres turpitudes et savoir relever des défis clés qui sont ceux de la souveraineté. Et ça commence par le désendettement. Voilà pour le clin d'œil de l'actualité contemporaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, avec cette idée quand même très importante qui fait que dans la négociation, il y a un moment où nous pouvons, dans un accord, accéder, voire soutenir des démarches que nous jugeons par ailleurs coupables. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien voir qu'on ne peut pas remettre en cause le droit international sous peine de se trouver à remettre en cause un certain nombre de systèmes politiques et notamment aussi tout ce qui va se passer sur les plateformes numériques qui sont naturellement des acteurs de nos démocraties. Donc merci de cette alerte très importante pour bien montrer que le débat du commerce international, c'est une avant-scène d'un autre débat qui touche directement le cœur de la démocratie. Merci beaucoup, Laurent Saint-Martin, de cette communication essentielle pour notre réflexion.